Voilà, sur ce plateau, je reçois donc Norbert Yamba Yamba, il est membre de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Apparemment, vous avez un rectificatif. Politique, ouais. Cadre de l'IDPS. Cadre de l'UDPS, voilà. Merci pour cette correction. Nous allons parler avec vous de cette conférence sur le climat. En tout cas, 150 États sont réunis en ce moment à Paris. D'abord, en tant que Congolais, est-ce que vous pensez que la RDC a vraiment des gens qui peuvent plaider pour elle à ce stade? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut reconnaître qu'au-delà de mon statut d'homme politique, je suis expert des questions environnementales. Donc, ce sont des dossiers que nous avons eu autrefois l'occasion d'être impliqués et que nous connaissons d'une manière ou d'une autre les tenants et les aboutissants. À la question que vous posez, c'est de savoir si la RDC a des hommes et des femmes qui peuvent faire un plaidoyer. Je dois vous avouer qu'en Afrique centrale, on a connu le premier pays qui avait toute une faculté de forêt. Au Ayangambi, c'était la RDC. On compte pas mal d'ingénieurs forestiers, des docteurs en foresterie, que ce soit forestière, en gouvernance forestière. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle une institution régionale de gestion des forêts tropicales, etc., qui a produit pas mal, n'est-ce pas, de spécialistes sur la question. Donc, la RDC regorge des hommes et des femmes capables de faire un plaidoyer. Mais écoutez, le plaidoyer ne se fait pas simplement par la volonté de ceux qui sont censés être spécialistes. Ça demande véritablement une organisation, ça demande qu'il y ait quelqu'un qui pousse les gens véritablement à discuter, à configurer les choses, à scanner la situation et à faire un certain nombre de propositions. Mais là, ça relève véritablement de la responsabilité du ministre de l'Environnement qui doit pouvoir le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des acteurs, de certains experts qui sont identifiés. Il y a également d'autres composantes de la société civile qui sont impliquées. Mais je voudrais savoir véritablement quelle est la qualité du travail qui a été fait dans la perspective de redéfinir l'ordre qui est du reste international et qui fait qu'aujourd'hui, malgré les potentialités qui sont les nôtres, vous savez que nous avons 145 millions d'hectares de forêt. Oui. Nous sommes deuxième puissance écologique du monde. Et très curieusement, nous n'avons que 0,7% en termes de contribution dans les produits intérieurs. Alors, tout de suite, vous avez cité des éminents experts en environnement, mais sur le plan national, on constate toujours que tout ce que vous aviez cité là comme ressources du pays ne sont pas encore reconnues. Et c'est ça justement le problème. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans une société, la société est compartimentée à différents secteurs de la vie nationale. Et chaque secteur doit s'organiser. Et qui organise les différents secteurs, c'est justement le gouvernement de la République. Et c'est comme ça qu'il y a un ministère de l'Environnement, il faudrait. Il y a un ministère de la Santé pour les acteurs de la santé, il y a un ministère de l'Éducation pour les acteurs de l'Éducation, il y a un ministère de la Défense, etc. Donc, ces différentes composantes sont compartimentées à travers les différents secteurs de la vie nationale. Et donc, il en est de même, véritablement, de la ministère de l'Environnement. Mais tous ces gens-là sont là. Je voudrais savoir s'il y a une banque de données. Mais je dois vous avouer, effectivement, que dans les différents services techniques du ministère de l'Environnement, on les retrouve. Mais ils fonctionnent comme, généralement, les fonctionnaires à la zaïroise. Ça veut dire, en fait, les gens qui sont là, qui arrivent au bureau, qui entendent leur petit salaire à la fin du mois, et qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas quoi réfléchir, il n'y a pas une méthodologie dans la manière de réfléchir les choses. Les quelques rares des réflexions qui se font, il faut le faire avec des ONG étrangères, ou soit la Banque mondiale, ou soit le système de Nations Unies, etc. Mais vous savez que, bon, nous sommes dans un monde interiste. Donc, on ne peut mieux faire que nous-mêmes. Encore que c'est le gouvernement qui doit affirmer véritablement le leadership par rapport à toutes ces questions. Réunir les gens, discuter avec ces gens. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une potentialité de 500 millions de mètres cubes de bois. Nous avons une forêt 145 000 km sur les 235 qui existent dans le bassin du Congo. Mais écoute, aujourd'hui, on est en train de décider. C'est une question de lobbying ou de lobbying, mais aussi de méthodes de travail, etc. Combien nous avons comme alliés à travers le monde? Le Brésil aujourd'hui, dans le bassin amazonien, etc. Ça, c'est un grand espace qui véritablement
dispose aussi d'une forêt plus que nous. Alors, mais il faut construire des alliances, il faut construire des synergies optimales, ce qu'on appelle des synergies gagnantes. On se répartit le rôle, on vient, on a un agenda stratégique, et dans des grands forums, dans des grandes conférences comme celle-ci, etc., et vous savez que vous avez des alliés à travers le monde, et puis bon, vous avez un agenda commun, en dehors de votre agenda spécifique, et vous essayez véritablement de poser les problèmes pour redéfinir l'ordre international qui, du reste, a infantilisé pas mal de pays africains. Sur cela, ben, il me semble que bon, ce travail s'est fait à la hâte. D'abord, pour que les gens y aillent dans ce genre de choses, ça devient un tabou. Il faut être dans un système de copinage pour y arriver. Et la plupart de ceux qui véritablement sont choisis ne vont pas simplement parce qu'il y a un problème, il y a un défi à relever, mais ils y vont parce qu'il faut avoir le frein d'émission, etc. Et donc, même si celui qui désigne, il est très proche de la vision de pouvoir envoyer les gens parce qu'il y a des revenus, vous savez, il y a Ferrand, etc. Et donc, les questions qui sont liées à la problématique congolaise, dont on sait que à travers la forêt, nous pouvons créer des chaînes de valeur ajoutée, nous pouvons créer des revenus additionnels qui vont être affectés dans les différents secteurs pour donner l'eau, pour donner l'électricité, etc. Ces questions-là ne sont pas véritablement débattues. Et vous allez voir aussi la société civile, pour ceux qui véritablement acceptent d'y aller, ce sont les institutions étrangères, etc., ou internationales, qui s'y partent. Et les institutions internationales ont aussi leur agenda. Alors, ce ne sont pas les institutions internationales qui vont faire en sorte que notre forêt puisse véritablement nous servir pour changer ou relever les défis de la pauvreté. Et donc, nous avons intérêt, aujourd'hui, y compris le gouvernement de la République, de considérer même les acteurs qui travaillent, les acteurs privés, bien entendu, j'allais parler de la société civile environnementale, soient soutenus par le gouvernement de la République, payés par le gouvernement de la République, pour aller défendre, en créant cette sorte de synergie qui permette véritablement que le Congo puisse faire entendre sa voix. Alors, que doivent dire les émissaires de la RDC à ce forum, exactement? Ben, ce qu'ils doivent dire, vous savez qu'en réalité, vous vous rappelez, il y avait un sommet en Libye où les Africains se sont réunis, et les Africains, avant le sommet de Copenhague, il a été demandé à ce qu'on puisse réclamer 67 milliards de dollars. Et ça, c'est l'Afrique. Mais vous savez, crédit carbone. 67 milliards de dollars. Mais à l'époque, le Congo ne savait pas combien va-t-il tirer. D'autant plus que le Congo a 145 millions de dollars, millions d'hectares sur les 235 dans le bassin du Congo. Alors, quand va-t-il demander? Ben, écoutez, il faut le faire comme les Brésiliens l'ont fait. Aujourd'hui, les Brésiliens ont eu des moyens suffisants dans les cadres RED, RED+, dans le sens de faire des activités alternatives, non villageois. Ils ont besoin véritablement de protéger les arbres, mais ils ont besoin de vivre. Comment vont-ils vivre s'il n'y a pas de pièces de réchange? Mais c'est de tout ça qu'il faut véritablement mobiliser des moyens sur le plan international, parce qu'il y a des hyper-pollueurs. Ils ont pollué depuis des années, des millénaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de ressentir, n'est-ce pas, les effets d'une situation qui a été posée par certaines personnes qui sont encore vivantes et qui sont des riches. Nous sommes pauvres et on nous exige véritablement de respecter la nature naturelle, de conserver la forêt, etc., de conserver la biodiversité. Et ceux qui ont boosté, qui ont afflammé ou alors pollué l'atmosphère, ils sont là, ils sont riches, ils ont déjà eu des moyens, etc. Leur jeunesse ont de l'espérance, et nous, notre jeunesse vit dans la difficulté la plus totale. Donc, il faut que la RDC prenne son leadership. Il est anormal que beaucoup d'institutions qui s'occupent de ces questions-là ne sont pas basées au Congo-Kinshasa. Parce que dans le bassin du Congo, c'est la RDC qui a le leadership, c'est la RDC qui a la locomotive. Mais la RDC est à genoux presque. Vous allez trouver pas mal d'institutions à Congo-Brazzaville, qui n'a que 22 millions d'hectares de forêt. Il faut voir, il faut entrer sur le net, vous allez voir quelle est la publicité qui est faite par Congo-Brazzaville. Vous voyez, alors, il faut que je termine. Oui. Du côté, par exemple, du Cameroun, ils ont également 22 millions d'hectares de forêt. Mais il faut voir, le revenu dans le produit intérieur brut, c'est 6%. Et nous, qui avons 145 millions d'hectares, nous n'avons que 0,7 à 1%. Ça, c'est un problème. Cela pose véritablement la question par rapport à notre volonté volontariste de nous prendre en charge, de déterminer notre leadership par rapport à ce que Dieu nous a donné comme don, comme provision, etc. Et il faut se réveiller. Oui. Est-ce que la question environnementale doit constituer une priorité pour le gouvernement?
Et ça fait partie des recettes. Un gouvernement qui n'a que 8 milliards de dollars, n'est-ce pas, de budget annuel, on a besoin de l'argent. Je vous ai dit que nous avons un potentiel de 500 millions de mètres cubes de bois. Nous avons plus de 80 sociétés forestières. Mais nous avons une contribution de 0,7% dans le produit intérieur brut. C'est un problème. Et donc, lorsque vous prenez une grime de bois qui doit être vendue au port d'Anvers, avec un rayon de 150 cm, c'est 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Mais contrôlez le nombre de bois qui sortent au port de Matadi, qui sont exportés. Et ça fait quel revenu pour nous? C'est toutes ces sociétés-là. Acteurs environnementaux qui ne font pas assez aussi. Voilà. Non, mais l'acteur gouvernemental, toutes ces entreprises qui sont opérationnelles, il faut vérifier leur production. Et pour vérifier leur production, il faut avoir des agents à la base. Les agents à la base, ce sont des inspecteurs du ministère de l'Environnement. Or, lorsque vous arrivez chez l'inspecteur de l'environnement, il n'a pas de vélo, il n'a pas les bottes, il n'a pas même un papier pour écrire. Et lorsqu'il va aller vers l'entreprise qui produit, généralement, c'est devenir comme un petit garçon de course. Il appelle le chef d'exploitant, l'exploitant forestier comme patron. Or, ce monsieur-là est contrôlé par l'inspecteur. Et vous savez, généralement, la production chez nous va dans l'approche déclaratoire. Ce sont les exploitants qui déclarent. Et ça, c'est un problème. Et il n'y a pas que ça. La gouvernance environnementale ne repose pas essentiellement sur la production. Mais il y a la corruption à grande échelle. Cette corruption à grande échelle où les gens sont entendus, ceux qui devront faire les contrôles deviennent véritablement des consultants de ceux qui devraient donner de l'argent à l'État. C'est de tout ça qu'il faut assainir. C'est de tout ça qu'il faut véritablement et vous jouez votre rôle. Notre rôle de fournir à l'État des informations. Mais quand je parle avec toi là, qui me paye, je suis consultant, je suis acteur de la société civile. Effectivement, vous l'avez dit, j'ai travaillé pendant des années, j'ai travaillé même avec des réseaux internationaux par rapport à cette question. Alors ça bloque à quel niveau exactement? Mais écoute, ça pose problème parce qu'en réalité, il faudrait... Vous savez, on a mis en place un arrangement institutionnel qui regroupe l'État, l'administration forestière, les acteurs non étatiques, etc. Mais il faut voir comment ça fonctionne. Moi, j'aurais bien voulu qu'on me donne de faire l'évaluation de toutes ces structures qui sont véritablement se sont multipliées dans notre pays, mais qui en réalité, véritablement, n'apportent pas la plus-value, même les valeurs ajoutées entendues. Parce que, curieusement, vous savez, combien d'argent on a versé autour de cette problématique des RED, réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation de forêt. Combien d'argent? Eh bien, il faut aller dans tous les villages forestiers. La pauvreté est absolue, est abjecte. On n'a rien changé, quoi que ce soit. C'est qu'il y a un problème. Et donc, il faut donc une sorte d'interaction dynamique entre les différents ministères qui entrent en ligne de compte et chercher des arrangements institutionnels qui permettent véritablement la société civile d'en bas, c'est-à-dire celle qui est concernée directement par l'exploitation forestière, soit impliquée, encore qu'on leur donne la possibilité d'apprendre toutes ces mutations sociopolitiques, à l'évolution, etc., pour qu'ils puissent véritablement avoir la mise à niveau nécessaire dans le sens véritablement de servir, d'être utile par rapport à la dynamique qui a été mise en place. Tout ça, ça nécessite véritablement des compétences managériales dans les chefs, de ceux qui sont responsabilisés. Vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal de structures techniques qui sont mises en place. Et donc, quand on désigne une personne dans une structure technique, il faudrait qu'il soit très proche du ministre, ou il est recommandé par le parti politique, etc. Et quand il est là, il s'en fout éperdument de ce que peut représenter les programmes de la République. Il est là, essentiellement, pour voir combien d'argent c'est entré, qu'est-ce qu'il faut faire pour multiplier, n'est-ce pas, les facteurs fictive, etc. J'ai chiffré cet argent et puis être en relais avec celui qui l'a... Alors dans ce cas, il n'y a aucune chance pour le pays. Eh bien, il y a un problème réel. Oui. Il y a un problème réel. C'est comme ça qu'un pays où les structures de dissuasion ne sont pas opérationnelles, et là, je fais partie, je voudrais parler, n'est-ce pas, de la justice dans notre pays. Il faudrait qu'elle soit fondamentalement indépendante, qu'elle soit capable de rechercher des infractions. Même le service de renseignement, qui est un service d'intelligence, qui doit véritablement se poser des questions sur le fonctionnement des institutions, faire des propositions aux décideurs et prendre des décisions correspondantes. Il n'y a pas que ça. Au niveau du Parlement, au niveau des ministères, au niveau de la société civile. J'allais parler même de la Cour des comptes, et pourquoi pas l'Inspection générale des finances. Tous ces éléments faisant combien, y compris des journalistes qui doivent être des professionnels. Il ne faut pas des journalistes généralistes qui n'abordent des questions que sans entrer en profondeur. Et voilà, donc il faut, hélas, le gouvernement de la République peut bien le faire.
organiser des médias qui sont très intéressés.